Maintenant, il faut aller tout de suite, dès demain matin, là, tout de suite penser à Strasbourg. La partita più importante della stagione è venerdì a Strasburgo. Si je suis Strasbourg, je me dis, tiens, eux, ils ont fait le match de leur saison. Et puis ils vont venir chez nous en dilettante, et c'est surtout ce qu'il faut éviter, parce que ce serait une faute professionnelle. Batti il pari e poi non entri in ciabatte a Strasburgo, vuol dire che non siamo pronti. Les amis, disposition exceptionnelle. On est en direct, en duplex de Paris pour vous faire vivre cet avant-match exceptionnel après une semaine où on était en mode ah les gars, ça c'était du kiff. Ah mon ami El Gringo, je veux un grand sourire. Ah là, on est encore sur notre nuage. C'est magnifique ce qui a été fait et c'est un match qu'on n'oubliera pas. Et une émotion qu'on n'oubliera pas. Mais si on a fait cette intro, c'est parce que autant de Zerbi que Benassia ont énormément appuyé. Cette victoire, elle servira vraiment que si on enchaîne à Strasbourg. Ouais, ça, c'est Naïm, c'est très, très, très important. Ils l'ont rappelé dès la fin du match en mode, maintenant, vous avez montré à la Ligue 1 que vous êtes une grande équipe. Vous êtes capable de battre la meilleure équipe d'Europe, même privée de ces 4 joueurs. Donc maintenant, il faut confirmé face à Strasbourg. Et quand on pense à Strasbourg, Naïm, on avait vécu un grand moment avec notre ami Sam pour la course à l'Europe. Et on était obligé de l'imiter encore, l'ami. Hein, comment il va, mon frérot? Ça va bien, mais écoute, j'avais pas été très pertinent sur les pronos il y a quelques mois. C'était pas très bon, mais maintenant, vous remarquerez que ce week-end, on a un point commun. On a tous les deux battu Paris. On peut le dire, tu vois. C'est pas ça, on peut le dire. On peut le dire, Sam. Sam, là, tu as vraiment du taf. Pour une fois, on va pas trop parler. Il va falloir que tu nous parles de cette équipe. Je te mets juste quelques images et il faut que tu parles maintenant. Parle et dis-moi ce qui s'est passé cet été. Dis-moi tout. On veut savoir. Non, mais comme on en avait déjà parlé un petit peu dans la preview de la saison, on a eu l'été le plus mouvementé, tant en termes de dépenses qu'en termes de départ, arrivée. Je crois que voilà, on a 27 arrivées. Je crois qu'en termes de recrues pures, on était à 17, 18, quelque chose comme ça. Des dépenses monstrueuses, beaucoup de personnes qui partent à Chelsea aussi, mine de rien, faut en parler. Énormément de mouvements, mais de toute façon, on a compris depuis les 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans où Bluco est chez nous, on a compris que voilà, chaque mercato, on aura énormément de renouvellement. Là, je le disais en préambule de l'émission, de toute façon, entre le dernier Strasbourg-Marseille qu'on a eu la saison dernière et celui-là, le stade a changé, la composition a changé, l'ambiance en tribune a changé. La seule chose qui n'a pas bougé, c'est Rosenior. Mais sinon, ça n'a plus rien à voir. Sur le 11 de départ là, que tu montres, il y a de mémoire 4 joueurs, 5 joueurs qui sont plus là. On a Petrovic, Santos, Bakwa, qui est Diarra, mine de rien, quand même beaucoup de cadres. Pas des moindres, hein. Ouais, parce qu'on dépense beaucoup, mais on a perdu énormément de cadres. Hein. On perd Petrovic, qui est un des meilleurs gardiens la saison dernière. On perd Santos. Sûrement dans le top 5 des meilleurs milieux de Ligue 1 l'an dernier. C'est ça. Et pour moi, notre meilleur joueur la saison dernière. Et il n'est pas 5e. Hein. Ouais. On perd Bakwa aussi. Bakwa qui, mine de rien, nous relance complètement à Monaco, sinon on ne fait pas un match terrible. Hein. Début de saison exceptionnel avant de partir. Hein. Il était impressionnant. Je crois qu'il était impliqué sur 75-80% des buts du Racing jusqu'à présent. Donc ça bouge quand même beaucoup. Hein. Ça bouge beaucoup. Et là, on a commencé aussi la saison un peu plus rapidement. Enfin, on a dû la commencer plus rapidement avec Brøndby. On n'avait pas le droit à l'erreur dès le début. On a commencé aussi par un derby, mine de rien. Bon, un derby contre Metz, un peu plus simple à gagner qu'un classico contre le PSG. Mais voilà, on a pris nos habitudes et nos aises à Saint-Symphorien depuis quelques saisons. Début de saison qui est comptablement super bon, parce qu'on est premier ex-aequo. Maintenant, en termes de jeu, on est quand même assez loin du Racing de la saison dernière. Et c'est normal, parce qu'il y a tellement de turnover. C'est quand même un jeu où il faut apprendre à avoir des automatismes. À Monaco, on prend un but dans les 10 premières minutes, typiquement parce qu'on est dans l'entêtement tactique. Rosenior, c'est un entraîneur qui ne va pas hésiter à s'entêter pour avoir justement son équipe, son effectif, son collectif qui fonctionne. C'est aussi pour ça que la saison dernière, on avait mis du temps en fait à se lancer. On était 15e, je crois, au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, mine de rien, alors certes, on n'a pas affronté les meilleures équipes du championnat, mais être comptablement…
Ouais, être premier au bout de 4 journées, je pense qu'on ne peut pas du tout faire les fines bouches. Je ne sais pas quand c'est arrivé pour la dernière fois à Strasbourg, ça, clairement. Ouais, Naïm, ça tombe bien que Sam te dise ça prend du temps. En préambule, en analysant cet avant-match, Sam, avec Naïm, la première chose qu'on s'est dit, c'est ils sont beaucoup moins forts que l'année dernière. Dans le jeu, on n'a pas ressenti la même chose. Et Naïm, on t'a décrypté plusieurs choses qui sont passées l'année dernière. Qui s'est passé en ce début de saison. Et c'est intéressant de voir la différence entre l'année dernière et cette saison. Ouais, il y a beaucoup de changements. On a voulu regarder un peu le positionnement globalement. Alors, on a deux cas de figure bien distincts. Hein. On a analysé Monaco et le Paris FC. Parce que Paris FC c'était le dernier match et Monaco c'était la seule vraie grosse opposition qu'ils ont eue. Pour le reste, c'était des petites équipes où ils devaient vraiment faire le jeu. Ce qui m'a un peu troublé, c'est que j'ai eu l'impression que le schéma tactique était. Alors, c'est là où tu vas nous dire si c'est volontaire, qu'il y ait beaucoup de mouvements, c'est pas très symétrique, ou alors c'est parce que c'est des jeunes joueurs qui ont du mal à se placer. Mais tu vois, on trouve jamais une vraie belle symétrie dans le positionnement. On a l'air de se positionner en 5-4-1 ou 5-2-3. Mais tu le vois là, le milieu très souvent, il semble pas très bien organisé. Ils ont pas l'air de bien se synchroniser au milieu du terrain. Alors encore une fois, tu nous diras si c'est voulu ou pas. Mais voilà, dans le même match, on a un peu du mal à distinguer si on était plus dans un 5-4-1 ou un 5-2-3. Est-ce qu'il y avait vraiment un joueur en soutien de l'attaquant? Est-ce qu'ils étaient à deux devant? Par contre, contre le Paris FC, c'était beaucoup plus clair. Contre le Paris FC, on avait vraiment nos deux lignes de 4 avec deux attaquants devant. Et surtout, on a l'impression que c'est une équipe qui veut laisser très peu d'espace entre les lignes. Et ça, à mon avis, j'ai mis cette image-là parce que là, ils mènent à 0. Donc, ils sont dans une configuration où ils veulent un peu plus attendre et contrer. Et c'est peut-être ce qui nous attend vendredi. On verra ce qu'ils nous proposent. Dans un premier temps, là, avant de dérouler la suite, est-ce que tu sens aussi un peu un manque d'organisation peut-être dû à la jeunesse au milieu ou alors c'est juste le fait qu'il y ait beaucoup de mouvements et beaucoup de déplacements? Je ne sais pas si c'est lié à la jeunesse ou le fait que l'effectif se soit énormément renouvelé. On en parlait aussi en préambule. La compo change quasiment d'un match à l'autre, où on a pu avoir Amougou qui a commencé titulaire, certains matchs d'autres non. On a aussi des joueurs qui, mine de rien, apprennent plus ou moins un nouveau poste, hein, parce que Barco, ça fait 6 mois, 1 an qu'il est au milieu de terrain, donc peut-être qu'il y a encore une post-formation, entre guillemets, qui a terminé sur cette position-là. Je pense que c'est surtout le fait qu'à l'heure actuelle, l'équipe n'a pas encore ses automatismes. Je ne suis pas sûr que si tu reprends les mêmes images au match retour, on ait les mêmes cas de figure avec une équipe complètement désordonnée au milieu de terrain en tout cas, parce que ensuite, si tu prends la ligne de 5 derrière, tu auras à chaque fois un piston, surtout Moreira qui monte beaucoup plus que Doué l'année dernière. Ce sera peut-être amené à changer parce que je ne sais pas si Doué sera encore titulaire. Mais au milieu de terrain, je pense que c'est surtout le fait que l'effectif soit pas encore habitué à 100% à évoluer ensemble. Ça viendra avec le temps en plus. Par contre, Naïm, juste avant, Sam, tu as parlé de Barco. Moi, je me souviens parce que l'OM, il le suivait. C'est un peu un profil à la Merlin qu'on avait à l'OM, pas assez puissant, pas assez explosif pour jouer sur un couloir en Ligue 1, mais par contre très habile, balle au pied et très intelligent dans les ressorties de balle avec une vraie qualité de pied. Et je trouve que c'est au crédit du coach qu'il faut le mettre. Le fait d'avoir repositionné ce joueur-là, qui pour moi allait finir peut-être dans les abîmes de Strasbourg et pas réussir à s'imposer, parce que c'est un gros transfert quand même de Brighton. Et finalement, j'ai bien aimé moi la clairvoyance. Je trouve que c'est un très bon entraîneur, Liam Rosenior. Il est capable de se remettre en question et de carrément changer de poste un joueur en cours de saison. Ouais, c'est vraiment le joueur argentin typique qui va être collé au basque pendant les 90 minutes, qui va faire un pressing monstrueux. Donc, typiquement, dans le cœur du jeu, c'est ultra intéressant. Et vu qu'on est une équipe qui a quand même tendance à pas mal se découvrir quand tu vas contrer ou même en phase offensive, avoir un mec comme ça qui rechigne pas sur les efforts, qui est partout, qui peut tacler comme sauter malgré sa petite taille, il va choper des ballons de la tête. Non, franchement, c'est une super bonne pioche d'avoir pris Barco pour le mettre au milieu de terrain, parce qu'au début, on était tous un peu perplexes. Hein. On le voyait arriver comme l'espoir, enfin le latéral espoir
qu'on avait pu voir malheureusement peu à Séville, mais un peu plus dans les extraits qu'on pouvait voir sur les championnats argentins. On l'imaginait pas là, mais franchement, en plus avec le départ de Santos, je pense que là, il a 100% pris sa place. Il est vraiment excellent dans ce poste-là. Pour moi, c'est un des cadres de l'équipe actuelle. Il n'y a aucun doute là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils ont, comme tu disais, toujours en tout cas contre Monaco, cette sortie de balle à 3 derrière, là, qui est vraiment très 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 bien dessinée. Mais comme je t'ai dit, il y a deux choses que je me pose comme question pour le match de vendredi. C'est est-ce qu'ils vont venir nous presser? C'est dans les idées de base du coach à la base, mais on sait qu'au Vélodrome, par exemple, il n'a pas du tout fait, il s'est mis bloc bas. Là, contre Monaco, ils sont pas spécialement allés les presser très très fort. Ils étaient souvent dans cette position-là. Et quand ils sont allés, c'était un peu désorganisé. Ça n'était pas trop suivi. Et ça a souvent permis de sortir des ballons comme ça avec beaucoup de distance avec le porteur du ballon. Donc ça sera une des vraies grosses interrogations. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on a retrouvé chez eux quelque chose qu'on voyait beaucoup chez nous avec Sampaoli et Paul Lopez. C'est un gardien qui n'hésite pas à monter très très haut, à jouer comme un libéraux sur les sorties de balles. Et donc bon, ça encore une fois, ça va peut-être aussi. Ouais. Mais il est complètement fou, Sam. Tu es d'accord avec moi? Qu'est-ce que c'est ce gardien? Il veut jouer dans le cœur du jeu. Il vient chercher un 1-2 quasiment contre Paris FC. Ouais, non, Penders, en plus, ça nous a apporté préjudice contre Monaco, je crois, où on prend. Monaco. On va en parler après, ouais. Ouais, c'est encore une fois un peu l'entêtement tactique au début d'avoir un gardien qui sait relancer, participer au jeu, etc. Maintenant, voilà, Penders, ça reste un gardien jeune, un gardien qui n'a pas forcément non plus les qualités de Petrovic non plus. Hein, donc, faut le temps. Et là, pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué. Franchement, Penders, il a fait un très gros match là, contre le Paris FC, même s'il en prend 2. C'est vraiment un match solide, là où il était Avec les mains, oui. Ouais, oui, avec les mains. Avec les pieds, il mettra un petit peu plus de temps. Mais ouais. Ouais, mais il ose. Ouais, mais il ose. Il n'a pas peur. Il ose. Mais de toute façon, c'est une équipe qui ose. Hein. Quand tu regardes les relances courtes, etc., c'est le jeu de Rossignol. Hein. La base de ça, c'est de prendre du risque. Maintenant, et moi, Sam, il y a une question que je veux te poser parce qu'elle est vachement importante. Je te le mets à l'image. Explique-moi pourquoi Emega ne joue pas depuis le début de saison titulaire dans cette équipe, sachant que c'est l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Juste que je puisse comprendre. Là, il était blessé. Il était blessé. Il traînait une petite blessure qu'il avait contractée à Brøndby. Brøndby, d'ailleurs, où il met un doublé, il nous qualifie, hein, grosso modo. Mais ouais, il était un petit peu en délicatesse. Il est revenu. C'est pour ça qu'il est revenu. Il est rentré en jeu seulement contre le Paris FC. La question, c'est de savoir si c'est lui qui marque. Il rentre à la mi-temps. Ouais, il rentre un peu après la mi-temps, passe décisive et but. Rien à dire. Mais je ne sais pas s'il jouera, parce que mine de rien, Panicelli qui a pris sa place, il a réussi son intérim, hein, il met 3 ou 4 buts. Franchement, c'est très solide. Je pense qu'il pourrait débuter Emega là contre Marseille. Ça ne me choquerait pas en tout cas. Naïm, au niveau du positionnement, on a vu des choses intéressantes, mais la réalité, c'est que cette équipe de Strasbourg, elle a surtout beaucoup de talent. Ouais. Pour l'instant, honnêtement, et c'est normal hein, au vu de tous les changements, j'ai pas vu beaucoup de choses tactiquement qui étaient impressionnantes. Par contre, quand tu as des joueurs de très grand talent, ils arrivent seuls parfois à créer des choses ou à deux. Et c'est là, tu parlais de Bako, c'est Bako? Bakoua, ouais, c'était Bakoua. Bako. Qui est très très intéressant dans le cœur du jeu parce que il vient toujours être très disponible et surtout il a une qualité de passe et une vision du jeu dont tu parlais, Bilal, qui permet de donner des bons ballons comme ça dans l'intervalle. Moreira va très très vite. Ça lui permet d'arriver premier sur ce genre de ballon. Et Panicelli, on en parlait. Je le trouve pas très mobile. Hein. Moi, j'aimerais bien que ce soit lui qui joue plutôt qu'Emega parce qu'on a vu dans ce style-là Ramos avoir beaucoup de difficultés contre l'OM. Mais par contre, il est très très intelligent. Il se déplace bien. Là, tu appel au point poteau, contre-appel. Il se démarque totalement. Il est tout seul et il peut conclure pour un but qui sera refusé pour hors-jeu. Mais globalement, ils sont capables de choses très très intéressantes dans des petits périmètres. Cette action-là contre Monaco, elle illustre bien ça. Ils arrivent dans de la densité contre une bonne équipe. Et en fait, sur du jeu à une touche de balle et un bon déplacement, Panicelli a encore très bonne remise, très intelligente dans un petit espace. Moreira se retrouve en très bonne situation, même s'il ne va pas cadrer. Et ils sont très dangereux par à coup.
Et surtout, il ne faut pas leur laisser d'espace parce qu'ils ont quasiment tous les joueurs. Je disais que Panicelli était un peu lent, mais par contre, 80% de l'équipe va très vite et très dynamique. Et là, quand tu sors d'un pressing comme ça qui est mal coordonné et que tu leur laisses autant de champs là devant eux, c'est vraiment là qu'ils vont être dangereux. C'est ce qu'il faudra éviter au maximum, de leur laisser ce genre de champ-là. Là, tu vois, Panicelli, Bako, encore une fois, très bonne intelligence de jeu, bonne passe, mais elle est facile pour un joueur de ce niveau-là, parce que tu leur laisses beaucoup trop d'espace à l'origine et à la conclusion de l'action. C'est des choses qu'il faudra absolument éviter, réduire au maximum les espaces de construction, parce qu'ils sont capables vraiment de créer de belles choses. Et sur les côtés, vraiment, le danger. Pour moi, le danger principal, surtout si Mega ne joue pas, c'est Moreira, qui va très vite, qui est capable d'éliminer en 1 contre 1, qui se projette énormément. Et surtout, on a vu, là encore, très bon appel de Paez, on a vu en plus qu'il avait une qualité de centre exceptionnelle. Parce que ce ballon-là, pour le donner dans le bon timing, le bon tempo, le déposer vraiment dans cet espace-là, c'est très très fort. Et la dernière composante, c'est celle que je crains le plus, parce que c'est ce qu'ils ont fait au Vélodrome. Et moi, j'ai peur. Alors, on a eu le débat avec Bilal, on ne sait pas trop. On verra ce que tu vas nous dire, Sam. Moi, j'ai vraiment peur qu'ils se mettent en bloc très bas et qu'ils contrent, parce que en phase de transition, Moreira et Mega à 2, c'est dramatique. Ça va trop vite. Là, tu regardes comme ils partent de loin. Moreira tente un dribble qui aurait dû être raté, mais il y a une mauvaise intervention du joueur du Paris FC. Et voilà, quand il y a 40 mètres comme ça dans cette zone-là, avec Emega lancé, c'est fini, tu peux plus le rattraper. En plus, pour le coup, il a très bien joué le coup. Lui qui avait un gros défaut, c'était quand même la finition, le dernier geste. Là, il a été très, très intelligent de décaler. Donc, collectivement, beaucoup de choses à rôder, à travailler, mais sur des à-coups et individuellement, il y a tellement de talent que c'est une équipe qui peut être très, très, très dangereuse. Ouais, c'est clair. Tu vois, tu parlais de Panicelli avant. Moi, j'adore ce type d'attaquant un peu pivot qui va peser sur la défense. Alors, tu l'as très bien dit, il a une charrette, il tire une charrette. Dès qu'il part en sprint, tu as l'impression qu'il trottine. On dirait qu'Ameto, c'est n'importe quoi. Par contre, il va presser sur tout le match, il va aller choper les ballons. Panicelli, c'est un super bon joueur de tête. Hein. Enfin, tu regardes sa saison en D2 espagnol, je crois que à la limite, la moitié de ses buts marqués, c'est des buts de la tête. Et ça apporte quelque chose de très différent parce que si tu regardes de manière générale, on est quand même une équipe assez petite, on n'a pas de très bons joueurs de tête. Après, au niveau des individualités, ouais, tu l'as très bien dit, Moreira, l'année dernière, c'était sur un match où je m'étais enflammé, j'avais tweeté, Moreira, c'est le meilleur joueur de Ligue 1 si le dernier geste n'existe pas. Parce que tu le retrouves face à face au but, il y a des fils qui se débranchent et tu retrouves le Moreira de Lyon, mais sinon, en termes de projection, c'est n'importe quoi. Techniquement, il est très très bon. On parlait de Bakwa. Accélération. Ouais, après, Sam, c'est un international belge. Je veux dire, on parle d'un très très grand talent. Et tu sais, Sam, des latéraux pistons qui sont forts dans la finition, il n'en existe pas beaucoup, voire très peu. Non, mais parce que lui, encore une fois, c'est Rosenior qui le fait descendre, puisque quand il est à Lyon, même avant, c'est un pur ailier. Hein. Et là encore, on est sur un repositionnement de Rosenior qui est super pertinent. Et ouais, tu parlais de Bakwa. Alors, Bakwa, c'est un peu ce que je disais avant, c'est très triste de l'avoir perdu parce qu'effectivement, il était extrêmement décisif sur les 2-3 premiers matchs. Maintenant, à voir ce que donnera Kendrick Pez, parce que bon, il fait un bon match contre le Paris FC. Maintenant, avec l'enchaînement des rencontres, on sait qu'avant de venir chez nous, il n'était plus forcément très, très actif. Il n'avait pas énormément de matchs dans les jambes. Est-ce qu'il va tenir la saison avec, on sait que la Ligue 1, c'est quand même un championnat physique. Mais en tout cas, c'est lui qui est destiné à remplacer Bakwa. Et s'il est au niveau auquel on l'attend, ce sera peut-être même la meilleure individualité. C'est clair et net. Ouais, en tout cas, Naïm, il y a un autre point qui est très 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 important et il faut le souligner aussi. On parlait d'identité de jeu. En parlant d'identité de jeu de Rosenior, Naïm, il y a vraiment cette folie. J'ai envie de dire, je sais pas si c'est Guardiola qui l'a créé cette folie-là, qui a créé des monstres, mais les ressorties de balles de derrière. Alors, ce qui est bien, c'est que il y a beaucoup de clubs qui veulent le tenter. On pense à Saint-Etienne la saison dernière, qui a essayé de jouer au ballon. Mais ça marche pas à tous les coups. Et il faut avoir du talent, beaucoup de talent pour tenter les ressorties de balles, Naïm. Oui, c'est sûr. Alors moi par contre, je suis quand même vraiment, je félicite les équipes qui font ça parce qu'elles sont protagonistes. Elles essayent de créer quelque chose de zéro.
plutôt que d'envoyer un deuxième ballon, un long ballon, et essayer de gagner le deuxième ballon qui est très aléatoire. Elles veulent maîtriser ce qu'elles font. Donc pour ça, je suis admiratif. Mais comme tu disais, il faut être capable de le faire. Et ce que j'ai vu sur le match de Monaco, ça me fait penser que clairement, s'ils veulent faire ça contre nous, je doute qu'ils le fassent, il faudra presser fort. Parce que Monaco a pressé fort, et là, ça fait 10 secondes de jeu. C'est le début du match. Et déjà, tu as une première passe très dangereuse dans une grosse densité. Bon, ils arrivent quand même à la ressortir. Et derrière, ils retentent une balle compliquée qui va être interceptée par Golovin, qui malheureusement ne pourra pas la maîtriser. Mais déjà, d'entrée de jeu, dès la première action, ils se mettent en danger. Ils n'hésitent pas. Donc, comme tu dis, même sous pression, là, tu vois quand même qu'il est vraiment collé par le Monégasque sur la première relance. C'était quand même très dangereux de la tenter parce que, comme je disais, j'aime beaucoup ses sorties de balle d'arrière, mais il faut aussi mesurer le risque. Là, il était vraiment très collé, ce qui le force à redonner à un autre joueur qui va être collé lui aussi de suite derrière. Et donc, il va devoir dégager rapidement comme il le peut, ce qui va entraîner encore une récupération monégasque. J'appuie beaucoup dessus. Franchement, j'aurais pu vous faire une vidéo de 25 minutes sur le match de Monaco et du Paris FC, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de déchets là-dessus. Et quand ils sont pressés fort, qu'ils doivent repartir vers le gardien, moi, je ne le trouve pas serein, ce gardien, clairement. Il donne l'impression d'être serein, mais je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs au pied. Et ça a coûté un but contre Monaco. Voilà, il a voulu tenter une prise de balle qui était difficile, et ça a entraîné l'ouverture du score de Monaco. Et malgré tout, c'est quelque chose qu'il a beaucoup continué. Et c'est ce que je disais, c'est vraiment, il faut que notre pressing soit bon. Si on fait le même pressing contre Paris, ils vont avoir beaucoup de mal. Tu vois, là, ce qu'a fait le Paris FC sur cette situation-là, c'est la perfection, c'est-à-dire bloquer toutes les relances au sol possibles. Du coup, ça le force à chercher une relance en l'air. Et comme je le disais, je ne le trouve pas aussi adroit qu'il le pense lui, je pense. À mon avis, il se pense meilleur qu'il est sur cette relance au pied, parce qu'il donne un mauvais ballon qui va être récupéré par le Paris FC. Il faudra vraiment appuyer là-dessus. Je les ai trouvés aussi un peu fébriles, parfois tout seuls. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun pressing, aucune pression, et une passe facile à mettre sur le côté droit qui va mettre en touche. Et ça, c'est quand même des situations que j'ai retrouvées 2-3 fois. Et j'incite une dernière fois sur le gardien, parce que quand il a voulu jouer long, c'est aller souvent directement soit sur le gardien, comme cette situation-là, soit dans une zone où il y avait quasiment aucun joueur de Strasbourg et que des Parisiens, voire quand c'est pas donné directement à l'attaquant de Monaco, qui a tellement été surpris en fait qu'il a raté son contrôle. Tu vois, là, il a voulu aller chercher un joueur libre et il l'a mis directement ici. Donc, je dirais qu'il y a quand même un coup à jouer sur ces situations-là si on presse fort, parce que je pense qu'ils n'ont pas encore la maîtrise nécessaire. Comme le disait Sam, il va falloir un peu de temps, c'est des jeunes joueurs, c'est un système et une philosophie de jeu qui est exigeante et qui ne laisse pas la place à l'erreur. Et donc, je pense qu'on les joue au bon moment à ce niveau-là, si on arrive à presser fort. Il y a aussi quelque chose qui jouait beaucoup, c'est contre Monaco, on est sur un système en face avec 2 attaquants. Parce que tu avais Biarritz et Balogun, ce qui, mine de rien, change beaucoup. Et tu le vois direct, de toute façon, que c'était ce qui était cherché à faire. Et je crois qu'à partir de la 20e, 30e, on a un peu arrêté de repartir depuis l'arrière, et on a un petit peu plus appuyé sur le jeu de tête de Panicelli, parce qu'on se rendait compte que ça ne fonctionnait pas. L'entêtement là-dessus était plus dangereux qu'autre chose. Donc, ouais. Sam, comme dire, ouais. Sam, c'est un bon point sur lequel tu appuies là. C'est la question, c'est face à l'OM, quand l'OM jouera sans ballon, on ira chercher à 2, parce que c'est ce qu'on fait depuis le début de saison. Donc on lance des pressings avec Goury et avec Greenwood, on essaie de presser très fort. On a même vu Hubert venir chercher très très haut. Et surtout maintenant, la question, Sam, c'est qu'on a résolu le problème des ballons aériens. C'est-à-dire que maintenant qu'on a Aguerd, Pavard et Balerdi, dans les airs, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont réussir à remporter des duels. Donc la question maintenant, Sam, c'est que toi, Théro Senior, tu fais quoi? Devant, moi, j'aurais quand même tendance à aller plus sur un Emega, déjà, ne serait-ce que ça, parce que tu l'as très bien dit, la première question, c'est déjà de savoir si on peut jouer offensivement la tête ou non. Aguerd, moi, je suis complètement fan. J'adore ce défenseur. Moi, j'irai pas sur ce point-là. Je pense qu'au contraire, Emega, un mec qui est un petit peu plus mobile, qui, contrairement à sa taille, est justement pas un attaquant pivot, c'est beaucoup plus intéressant. En plus de ça, il revient de blessure. Là, il y a eu un petit peu tout le comment dire ça, le Emega Gate à la suite des banderoles.
le côté, il faut montrer aux supporters, etc. Donc lui, c'est un mec qui fonctionne à l'ego, qui a besoin bah ça, Ah oui. ça, ça, on s'en souvient. Et il a annoncé déjà Balerdi, etc. Ça va être un très très gros match. Il y a de la revanche dans l'air. Hein. Ouais, Balerdi, c'est mon petit, hein, c'était ça qu'il avait dit. Ouais. C'est ça, exactement. Il parle beaucoup, les gars. Ouais. Franchement, pour moi, ce serait une erreur de ne pas le mettre titulaire. Et je pense que typiquement, le duo qu'on a vu, Panicelli-Pes, ça peut être intéressant de voir Emega Pes. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Maintenant, en défense, moi, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas du tout convaincu par Chilwell pour l'instant. J'allais te poser la question. Pour l'instant. Après, c'est le début, hein, mais il a vraiment fait un match moyen contre le Havre. C'était son premier. Là, contre le Paris FC, c'était déjà un peu mieux. Pour moi, le meilleur défenseur, ça reste quand même Sarr. Alors, c'est pas forcément le cas sur le dernier match contre le Paris FC, mais c'est la tour de contrôle. C'était déjà lui le patron en défense la saison dernière. Doucouré, c'est très solide. Je pense que j'irai quand même sur une reconduite de ce système à 4 derrière. Martial Godot, il nous a sauvés contre le Havre. Ça a été plus difficile contre le Paris FC. Je ne sais pas si j'irai vers lui maintenant. Quelle solution on a, hein? Est-ce que Nanasi est disponible ou pas? J'avoue, il n'a pas beaucoup joué. Et tu disais que Chilwell c'était léger. J'ai trouvé Højbjerg aussi un peu limite. Hein. Ouais, figure-toi que je l'avais dit après le match contre le Havre et je me suis fait allumer. Mais pourtant, alors certes, il prend rouge, hein, mais au-delà du rouge, il y a quand même 2-3 situations où tu sens qu'il est limite, qu'il va retenir l'attaquant. Il me paraît quand même assez lent en plus, pas impérial dans les airs. C'est le début, hein, c'est le début. Mais je suis pas. Pour l'instant, il n'a pas sorti le match qui m'a fait me dire allez, hop, c'est ce mec-là, c'est lui qu'il nous faut en défense. Donc, tu vois, pour moi, la charnière Sarr-Doucouré, elle fonctionne très bien. Après, au niveau des latéraux, là aussi, il y a la question de est-ce que Guéladoué revient? Parce que mine de rien, Guéladoué, c'est déjà un peu moins perméable défensivement parlant. Ouais, ça va plus vite. Et ça va plus vite. Ça va plus vite. Donc, c'est des mecs qui reviennent de blessure. Doué revient de blessure. Nanasi, c'est pas vraiment de la blessure. Ouais, il a du mal à se faire sa place. Je pense que dans la hiérarchie, il est passé 2, voire même 3e derrière le Maréchal. C'est compliqué. Surtout que Sam, il y a un match en Europa Conférence dès jeudi derrière. Donc, il va falloir aussi que Strasbourg puisse confirmer finalement le fait d'être premier en Ligue 1 et de jouer l'OM et d'enchaîner après Coupe d'Europe et de rejouer le dimanche. C'est plus la même chose, une saison. C'est plus du tout la même chose. Et donc à voir. Je pense que de toute façon, il n'y aura pas trop de débat là-dessus. Si on fait tourner à un moment donné, ce sera pour le match en Coupe d'Europe. En plus de ça, mine de rien, on aura quand même quasiment, on aura 6 jours hein, pour récupérer par rapport à la Coupe d'Europe, puisque il y a une semaine. Hein. Au final, c'est. On aura bien plus de jours de repos que pour vous. Là, pour le coup, vous en avez un de moins que nous sur cette semaine-là. Donc, je suis pas sûr que la Coupe d'Europe rentre en ligne de compte pour ce match-là. Ce sera plus pour le match d'après en Ligue 1, à mon avis. Tu vois, maintenant, ouais, j'aimerais bien revoir le 4-4-2 moi maintenant contre vous. Je pense que c'est en tout cas le meilleur schéma qu'on pourrait avoir avec les forces en présence. Naïm, dernier point, Naïm, il y a quelque chose qui a aussi fait énormément de mal à cette équipe strasbourgeoise, et c'est ce qu'on a vu notamment sur le match face à Monaco, Naïm. Je les ai sentis souffrir. Tout à l'heure, tu l'as bien expliqué, Sam, quand il y a 2 attaquants, notamment dans le jeu dos au jeu, ils vous ont fait extrêmement mal, Monaco, dans la conservation de balles. Donc il y a vraiment 2 choses. Hein. Comme j'ai dit, il y avait dans un premier temps le pressing haut qui sera pour moi déterminant. On doit être capable de les étouffer, surtout s'ils veulent sortir de l'arrière. Par contre, ce qui m'a marqué contre Monaco, et ce que je ne m'attendais pas avec les gros gabarits qu'ont Strasbourg derrière, c'est à quel point ils leur ont fait mal dos à la cage. Et ça, pareil, c'est peut-être une question de jeunesse dans la manière de défendre, qu'ils n'arrivent peut-être pas encore à imposer vraiment leur gabarit dans ces situations-là. Mais tu vois, sur des longs dégagements anodins comme ça, des joueurs comme Sarr et Doucouré qui vont très vite, ils devraient être capables de maîtriser facilement l'attaquant. Et Al Balogun, quasiment à chaque fois, il a réussi à prendre le ballon de dos à la cage. Et en plus, donc, il récupère le ballon de dos à la cage. Il remet sur un joueur de Monaco qui est en train d'avancer. Et surtout,
c'est que ça a créé de l'espace de derrière parce que souvent, ils ont été absorbés par ce joueur-là et tout le bloc monté et ça a créé quasiment systématiquement des grosses occasions de but pour Monaco sur toujours la même chose, c'est-à-dire un appui d'un des deux attaquants qui vient dos à la cage et qui n'est pas très bien contrôlé par le défenseur. Donc là encore pareil, Béret qui arrive à se retourner, c'est ça ne devrait pas être possible normalement de contrôler dos à la cage et de réussir à se retourner pour donner un ballon dans l'espace par un joueur qui en plus n'est pas suivi au tout début de l'action. Pareil, hein, peut-être un peu de naïveté, de manque d'expérience. Il compense par la vitesse. Donc Moreira, qui était en retard au début de l'action, a pu compenser. Il va tellement vite qu'il a pu contrer cette action-là. Mais encore une fois, c'était très dangereux. Et comme je te dis, c'est souvent sur des longs dégagements où à la base, tu n'es pas censé avoir un danger. Mais sur du genre remise, où Gouiri est souvent très bon et Aubameyang est même surprenant en début de saison là-dessus, on se retrouve dans ce genre de situation-là avec 50 mètres qui s'ouvrent à Balogun qui va très très vite. Donc une fois qu'il est lancé, c'est terminé. C'est ce qui va entraîner le deuxième but de Monaco. Il faudra qu'on appuie là-dessus, je pense, parce que regarde encore une fois l'espace qui s'ouvre sur le côté gauche, sur des actions où, encore une fois, Balogun arrive à se retourner avec le ballon et à lancer un joueur qui part de l'arrière et où il y a une mauvaise gestion vraiment de la profondeur côté strasbourgeois. On est vraiment trop aspiré, on laisse beaucoup trop d'espace dans le dos. Un bon ballon, une bonne remise et là, heureusement, c'est le hors-jeu qui sauve le but. Sinon, c'était le 3-0. Donc voilà, vraiment la chose qu'on devra essayer nous aussi de reproduire, c'est ça, c'est ce jeu en appui, un appui et une passe en profondeur. Souvent, ça a mis en difficulté Strasbourg, comme je le disais, parce que j'ai l'impression que leurs défenseurs, très certainement par jeunesse, par manque d'expérience, ont un peu du mal à gérer cette profondeur quand ils sont en train de monter sur le porteur de balle. C'est ça, et puis quand tu regardes aussi contre Monaco, là on était à 3 défenseurs, alors est-ce que systématiquement on devait monter pour compenser les manques qu'il y avait au milieu de terrain? Franchement, je me pose la question, hein. Est-ce que finalement avec un défenseur en moins, on ne peut pas être plus discipliné et justement rester sur les positions derrière? Je pense que justement, tu l'as très bien dit, les systèmes à 2 attaquants, déjà, maintenant mine de rien, il y a moins d'équipes qui viennent jouer avec 2 attaquants contre nous, puisqu'on va être sur des compos plus défensives, on est un petit peu plus attendu, etc. Donc je pense que vraiment là-dessus, au-delà de ça, on est moins habitué contre ce type de schéma de jeu et il y a vraiment une opportunité pour vous à aller chercher quelque chose là-dessus, sans aucun doute. Moi, Sam, j'ai envie d'aller plus ou moins maintenant sur l'Olympique de Marseille. Naïm, on vous a concocté une composition. J'ai envie quand même de remettre celle de la saison dernière parce que je vais quand même la remettre, Naïm, avant de mettre celle de cette année. Et Sam, c'est important aussi pour toi que tu puisses la voir. Et surtout, tout à l'heure, tu disais, il y a 5 départs côté strasbourgeois. Là, il restera Højbjerg, Rouli et Greenwood. L'équipe, elle n'a plus rien à voir. La défense, Brassier, Cornelius, Højbjerg, Murillo. Et maintenant, je te fais changement à l'Olympique de Marseille et la nouvelle compo probable avec une défense probablement, Naïm, je te laisse prendre le relais, avec une défense assez solide. Ouais, c'est sûr. Alors, on a beaucoup d'interrogations. Hein. C'est difficile, entre guillemets, parce que bon, on préfère avoir ce genre de problème-là, mais pour Roberto De Zerbi de faire une compo, parce qu'on a énormément de monde. Nous, avec Bilal, on s'est dit peut-être qu'il va vouloir opposer Emerson et Weah qui ont enchaîné. Weah a joué avec les États-Unis, il avait eu une petite alerte. Emerson, quand même, était en retard sur la prépa, donc ça va peut-être faire beaucoup de les faire enchaîner. Mais il va peut-être aussi vouloir capitaliser sur ce qui a été fait à Paris. Et il a énormément appuyé sur le fait que ce match était très, très important pour ne pas reproduire l'erreur de l'an dernier quand on a battu Lyon puis perdu à Strasbourg. Moi, donc ça ne me surprendrait pas qu'il fasse tourner les latéraux. Ça ne me surprendrait pas qu'il garde cet axe à 3 qui est vraiment très, très, très costaud et qui a toutes les qualités pour gêner cette attaque-là parce que les 3 sont des monstres de la tête et Balerdi et Aguerd vont très vite. Donc, ça nous permet à la fois de gérer les joueurs dos à la cage et en profondeur. Dans cette compo-là, mon principal doute, c'est Angel Gomez parce que j'avais dit contre Paris et contre le Real que moi, je ne le mettrais pas perso parce que tu ne peux pas te permettre dans des matchs d'une telle intensité d'avoir un joueur qui ne récupère aucun ballon. Et c'est malheureusement son défaut. Et je ne suis pas loin de penser que contre Strasbourg, c'est la même chose avec une équipe aussi physique en face. Moi, je crois que je ne mettrais pas Angel Gomez, Bilal. Quoique, Sam, un duel Gomez-Paez, c'est pas très solide physiquement. Et si je prends aussi Bako, c'est pas solide non plus physiquement.
Non, disons que Barco, ça va être de l'engagement. Il compense le physique par l'engagement, mais au-delà de ça, on n'a pas de monstre physique avant la défense. Hein. En fait, le milieu de terrain, on va dire que c'est une zone qui est assez dépourvue à ce niveau-là. On a des attaquants assez physiques, même au niveau des défenseurs. On a peut-être Sarr, hein, mais au-delà de Sarr, voilà, ça reste bougeable. Hein. Højbjerg n'est pas forcément un monstre physique. Je ne sais pas s'il sera de retour ou pas. Même Doucouré, c'est assez fin. Moi, j'aurais tendance à dire que je le verrais bien sur un match comme ça, un Angel Gomez. Et Naïm, point très très important, Sam, tu l'as répété plusieurs fois, et je pense, et Naïm, tu pourras clipper ça, que l'Olympique de Marseille marquera sur coup de pied arrêté. Parce que là, au niveau des gabarits, hormis vos attaquants, défensivement, c'est loin d'être le point fort de Strasbourg, le jeu aérien. Tu penses à Ouattara? Exactement, et pas que. C'est friable hein, en termes de coups de pied arrêtés. Franchement, on va avoir Sarr qui est plutôt bon de la tête, mais sinon même ce que je disais avant en termes de taille, on n'a pas de mec qui vient forcément s'imposer sur corner. Même je pense que les coups de pied arrêtés, le Paris FC avait quand même essayé un peu de travailler dessus. Si en plus de ça, on n'a pas Panicelli, on a Emega, ça reste un mec qui est grand et qui sait mettre la tête, mais c'est pas la même qualité non plus. Donc limite, j'ai envie de dire, c'est le trio de défense qui me fait le plus peur parce que des coups de pied arrêtés, il y en aura de manière sûre et certaine. Et là, derrière, ça peut poser de très gros problèmes. C'est sûr et certain. Naïm, la question, Naïm, sur ce 11 de départ-là, bon, on vous a mis celui-ci, mais c'est pas la compo que probablement qu'il y aura. On sait qu'elle ne sera pas. On sait qu'elle ne sera pas parce que le coach, il a un choix tellement grand au niveau de l'effectif. Qu'aujourd'hui, est-ce que Weah sera titulaire? Est-ce que Emerson sera aussi? Est-ce qu'on met O'Reilly aussi au milieu de terrain? Il y a tellement de choses à faire que nous, avec Naïm, on est parti sur cette compo parce qu'il y a un grand match face à l'Ajax qui est pour moi, personnellement, je vais te dire, Naïm, pour moi, le match de l'Ajax, il est plus important que le match de Strasbourg pour la simple et bonne raison que pour être dans le top 24, c'est une finale que tu joues contre l'Ajax. Contrairement à Strasbourg, c'est que tu es en début de saison, quoi, tu vois. Ce serait bien de battre Strasbourg, mais tu me demandes à choisir battre Strasbourg et perdre contre l'Ajax, je te dis non, je préfère l'inverse. Ah, c'est sûr. C'est sûr et certain. Non, c'est clair, mais en fait, si tu veux, Strasbourg, c'est moins le résultat qui va compter que la manière. C'est vraiment de montrer que voilà, c'était pas un one-shot Paris et qu'on va pas s'endormir à Strasbourg derrière, de pas reproduire les erreurs du passé, tout simplement, et de montrer que c'est ce qu'il veut de Zerbi, hein, qu'à tous les matchs, on mette la même envie, la même agressivité. Après, tu gagnes ou tu gagnes pas, il y a une très bonne équipe en face, donc même en mettant les ingrédients, peut-être que tu gagneras pas. Mais c'est ça qui l'intéresse avant tout, je pense. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ce match, il le priorise et je ne serais vraiment pas surpris qu'il remette beaucoup de joueurs qui ont joué contre Paris. Mais d'un autre côté, il doit gérer vraiment l'état de forme de chacun et éviter de faire ce qu'a fait Paris. Justement, hein, Paris a tiré sur la corde toute l'année dernière. Par miracle, ça a tenu. C'est comme ça qu'ils ont été champions d'Europe parce qu'ils ont eu 12 joueurs, parce qu'il y avait limite que Barcola qui rentrait dans le 11 titulaire. Ils ont 12 joueurs qui ont joué tous les matchs, tout le temps, et qui ne se sont jamais blessés en sprintant 90 minutes. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive quasiment jamais. Et comme j'ai dit, hein, O'Reilly reprend à peine. Emerson avait un peu de retard en prépa. Weah a joué avec les États-Unis. C'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc on verra la compo qui fera. Dans tous les cas, il y a une certitude, c'est qu'on a beaucoup de bons joueurs et qu'on aura une très très bonne équipe pour jouer contre Strasbourg. Est-ce que ça sera suffisant? On verra ça. Et Pachao est déjà prêt pour enchaîner les matchs, du coup, parce que lui aussi est venu un petit peu tard au niveau de la prépa, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est sûr, mais justement, il a ressorti assez tôt. Il a sorti à l'heure de jeu contre Paris. Et je pense qu'il va peut-être avoir dans l'idée de le remettre, pour qu'il enchaîne, pour qu'il reprenne du rythme. Et deux, c'est le seul joueur qui est passé à côté contre Paris. Hein. Tous les autres ont fait un très gros match. Donc peut-être qu'il voudra le refaire jouer pour lui redonner confiance rapidement. Ouais, c'est sûr. C'est clair. Bon, en tout cas, les amis, je pense qu'on est assez complet.
Naïm, je pense qu'on est complet. Dites-nous les potos en commentaire si vous aussi vous pensez que ce sera cet effectif, cette équipe, ce 11 de départ-là qui démarre face à Strasbourg. Naïm, il y a de la revanche dans l'air. Sam, moi, je l'ai mauvaise la saison dernière. Le chambrage des mégas, la première défaite après la victoire à Lyon. Il faut gagner. Je suis désolé, Sam. J'aime beaucoup le public et les supporters de Strasbourg parce que c'est le petit vélodrome, comme on l'appelle dans l'Est de la France. Il y a beaucoup de supporters de l'OM à Strasbourg et moi j'aime énormément ce club avant l'arrivée de Blue & Co. Mais encore une fois, ça c'est. J'aime bien aussi l'adversité. J'aime bien qu'il y ait des grandes équipes aussi en Ligue 1 et ça fait du bien de découvrir aussi du talent, tu vois, et des équipes qui peuvent lutter aussi pour le titre. Et pour moi, Strasbourg, Naïm, ça joue le titre. Cette saison, j'ose le dire, ça a mis plus de 110 millions d'euros sur la table. Si Paris a beaucoup de blessures cette saison, on ne sait pas ce qui peut se passer dans une saison. Si Paris a des blessures, a des absents, pour moi, Strasbourg, quand tu dépenses autant d'argent, tu te dois d'être minimum top 3, top 4. Pas en dessous, Sam. Ça, je suis complètement d'accord avec toi et c'est quelque chose… tu vois, on a un peu le symbole de l'ancien pauvre encore, qui est de se dire oui, on vient d'arriver, si on fait top 6, top 7, c'est déjà très bien tant qu'on a la Coupe d'Europe. Non, dans une Ligue 1, déjà de base, dépenser plus de 100 millions, il faut avoir des ambitions de Ligue des Champions quasiment, mais encore plus dans une Ligue 1 post-Média Pro, etc., où on a quand même des gros soucis au niveau des droits de télé. Strasbourg n'en a pas parce qu'il y a un actionnariat qui est hyper puissant et derrière là-dessus, bon, voilà, on sait que l'argent n'est pas un problème. Donc ouais, top 4, pour moi, ça doit être l'objectif de base. Maintenant, j'ai toujours cette réticence sur le fait que l'effectif est jeune et que, tu vois, sur la fin de saison dernière, je suis persuadé que si tu as plus de cadres, tu tombes pas contre Angers, tu tombes pas contre Le Havre parce que tu as la lucidité de savoir gagner un match, de ne pas avoir trop de pression non plus parce que mine de rien, au niveau des calendriers, c'est pour ça que j'étais aussi un peu passé pour un con. J'avais annoncé qu'on finirait 3e, mais parce que en termes de calendrier et de qualité intrinsèque, on avait toutes les capacités de le faire. Maintenant, et puis de dynamique, non, c'est vrai. C'est ça, mais dans les gros moments, un effectif jeune, c'est un peu compliqué. Et puis, sur tout le reste de la saison, là, tu parlais du petit vélodrome avec le Racing. On s'était un peu défait du surnom de Marseille de l'Est. Je pense que petit à petit, il commence à revenir, surtout avec les histoires Blouco, supporters, etc. Ce sera, quoi qu'on en dise, un facteur X sur toute la saison, et je pense même encore plus sur ce match-là, parce que on va avoir une grosse adversité dans les tribunes aussi, et c'est le premier match depuis l'affaire des banderoles qui a un petit peu déchaîné les foules chez nous. Donc je pense que on ne sait pas encore s'il y aura une grève de 15 minutes, s'il y aura une grève totale. Mine de rien, c'est un petit facteur X, parce que j'ai jamais pensé que l'ambiance pouvait changer à 100% le cours d'un match, mais ce sera à prendre en compte pour cette rencontre-là. Bienvenue, Sam, bienvenue dans les clubs qui ont de l'argent, qui ont de la pression et qui veulent du résultat. Et maintenant, vos supporters, bienvenue. Nous, on vit ça chaque année. Et c'est important que tu puisses le comprendre à quel point les supporters, tu verras, ils vont avoir une importance cruciale et même sur ce match-là. Parce que on l'a vu, nous, lundi contre Paris, Naïm. C'est le 12e homme qu'on a senti les joueurs, ils se sont sentis pousser des ailes. Ça sifflait tellement fort sur les ballons de Paris que je pense que ça les gênait aux Parisiens. Je suis convaincu, tellement ça sifflait fort. En tout cas, Naïm, on va partir sur les pronos pour clôturer cette émission. On est resté 44 minutes, les gars. On a fait une mi-temps. Avant de rentrer dans le temps additionnel, on s'en fout, les gars. On est là pour le plaisir. Petit prono, Sam. Tiens, allez, lance-toi, mon ami. Écoute, je verrais bien un match nul. Je pense qu'un partout, c'est possible. Dans le sens où, à mon avis, ça ne va pas partir dans tous les sens non plus. Ça m'étonnerait. J'ai du mal à voir le match vraiment fou parce que, tu vois, on parlait juste avant de l'ambiance. Il n'y aura pas cet aspect-là de notre côté et on sera peut-être un petit peu plus tenté de conserver le résultat ou de ne pas aller au-delà si on est en match nul. Donc, un partout, ça me paraît cohérent. Je pense que vous allez aussi être porté par le résultat de Paris, à voir à quel point aussi physiquement ça pourrait vous poser problème, ce jour de repos en moins. Je pense que le 1 partout, c'est le bon compromis, vraiment. Naïm,
Et je signe aussi pour le 1. J'ai peur que Rosenior ferme le jeu comme il a fait au Vélodrome, qui se mette vraiment en bloc très bas et attendre, contrer et jouer sur la vitesse des mégas. Mais on a beaucoup plus d'arguments, on est en confiance, on a du monde pour pallier le jour de moins, parce qu'il faut se rappeler que sur le banc contre Paris, il y avait Aubameyang, il y avait Murillo, il y avait vraiment beaucoup de qualité, Medina. Donc j'ai envie de voir, alors encore une fois, je ne sais pas si c'est un prono ou un vœu, mais j'ai envie de voir vraiment un gros match dans la maîtrise qui sera fermé, donc difficile à débloquer, qu'on débloquera peut-être que tardivement, mais qu'on finira par gagner 2-0. Oh, j'aime comment on a mis le gringo comme ça, il est chaud. En général, il est très bon au niveau prono. Moi, je te suis, Naïm. Moi, une petite victoire 2-1 à Strasbourg. Je signe des deux mains, sachant que tu marquerais vraiment, vraiment le coup là en allant gagner à Strasbourg. C'est un concurrent direct, je le dis, c'est un concurrent direct au titre hors Paris, quoique, on vient peut-être de montrer la voie aux autres équipes, peut-être d'avoir moins peur de jouer Paris. Mais en tout cas, une victoire de 1 Naïm avec un but. J'aimerais réellement que Gouiri puisse lancer sa saison au niveau des stats, parce qu'au niveau du terrain, il nous a fait quelque chose de très, très costaud face à Paris. Et bien évidemment, un but de la tête, peut-être de Pavard ou de Aguerd ou de Balerdi. Je signe ce coup de pied arrêté, les amis. Aguerd, il est lancé, il a fait 2 sur 2, faire 3 sur 3. Ah bah ouais, allez, le 3 sur 3 pour l'international marocain. En tout cas, merci Sam, comme d'hab, toujours un immense plaisir de t'avoir avec nous, toujours un régal. Et on va vous suivre cette saison. Moi, j'adore suivre les pépites côté strasbourgeoise. Et le Paris FC Strasbourg, c'est un régal à regarder. Ah bah ouais, le 3-2, franchement, en termes de jeu, même en termes de rebondissement, hein, parce que à un moment donné, tu penses mettre le 3e but. Quand on met le 3e but, moi, j'avais un entraînement de course à pied, je pars courir. Je reviens, je vois qu'il y a eu le 2e but du PFC juste après. Et tu te dis, c'est pas possible. On n'a pas encore réussi à verrouiller les matchs. On n'a jamais réussi à verrouiller les matchs, hein, même l'année dernière. Donc, il y avait 2 équipes qui jouaient au foot, et ça, c'est rare en Ligue 1, donc il faut le noter. Ouais, c'est clair. Mais non, toujours un plaisir aussi d'être avec vous, les gars. Et puis, voilà, on va espérer un bon match, du beau jeu. Et puis, voilà, si vous venez à nous battre, de toute façon, j'ai hâte de voir les commentaires de toute la commune marseillaise. On joue le titre, etc. Comme chez nous. C'est le meilleur, ça. Hein, même, c'est chauffé chez nous. Hein. Non, mais c'est un plaisir. Merci beaucoup, les gars. En tout cas, merci à toi, mon ami El Gringo, comme toujours, pour la palette à Gringo. Fini, Doudou, on l'a envoyé à la retraite. Maintenant, c'est El Gringo qui a pris le relais. Les potos, on se retrouve dès demain en conf de presse. On ne sait pas encore qui sera l'invité. On tourne mercredi, au moins vous le savez, on tourne mercredi la vidéo. Je ne sais pas si on va avoir le temps de la sortir ce soir, mais probablement on va essayer de la sortir ce soir. Naïm, vendredi conf de presse, vendredi 20h45. C'est 20h45 hein, le match face à Strasbourg. Hein. 20h45 sur Ligue 1+, et on se retrouvera samedi pour l'après-match. On espère un après-match joyeux, parce que moi j'aime comme on a mis le Gringo sourit, et il est heureux en ce moment, il est sur un nuage. Comme d'hab, les potos, pour finir, la traditionnelle, n'oubliez surtout pas, gardez-le en tête, même s'il y a un mauvais résultat contre Strasbourg, ça peut arriver. N'oubliez pas qu'il faut rester solidaire, et l'OM, c'est nous, l'OM, c'est vous, et surtout, l'OM, c'est nous tous. Les potos, allez l'OM. Voilà, c'est l'OM. C'est simple, c'était quoi le nom de la série? Sans jamais rien lâcher. On y est, on va jamais rien lâcher.